Oui, bonjour, je m'appelle Emmanuel Valette, j'ai 63 ans, je suis de profession ingénieur en électronique et je suis un des membres fondateurs de l'association Les Citoyens Constituants qui a été créée en 2012. Est-ce que nous sommes en démocratie? Je dirais que non, nous ne sommes pas en démocratie, mais c'est un mot un petit peu valise, qui est devenu un mot valise parce que beaucoup de gens l'utilisent comme ça, mais si on prend le sens du mot, la sémantique originelle du mot, démos le peuple, kratos le pouvoir, le peuple n'a pas le pouvoir, le peuple ne fait pas les choix. Quand le peuple ne veut pas un traité pour l'Union européenne, un traité constitutionnel, on lui impose quand même. Quand il ne veut pas d'une réforme pour les retraites, on lui impose, donc nous ne sommes pas en démocratie. Si on devait analyser pourquoi nous ne sommes pas en démocratie, donc pourquoi le peuple ne décide pas, c'est parce que notre société est organisée autour d'un État et cet État est défini par une constitution qui va donner, qui définit ce qu'on appelle la démocratie représentative, qui est un oxymore par rapport au mot de démocratie, à savoir ce n'est pas le peuple qui décide, mais ce sont des représentants que le peuple choisit en principe, et ça poserait d'ailleurs pas de problème si ces gens-là prenaient les décisions que prendrait le peuple s'il était en situation de décider. Mais ces gens-là sont dans une classe politique à part, qui n'a pas les mêmes intérêts que le peuple et qui se fait élire avec les voix du peuple, mais pour défendre d'autres intérêts que ceux du peuple, à savoir les intérêts de ceux qui financent les campagnes électorales, de ceux qui présélectionnent les candidatures, la logique des partis politiques également. Disons qu'il y a une oligarchie qui comporte trois pôles. Il y a le pôle principal, qui est le pôle des ultra-riches, les banques, les grandes multinationales, un pôle secondaire qui sont les politiciens qui sont leurs marionnettes, et puis un troisième pôle qui sont les médias mainstream, qui sont rachetés et possédés par l'oligarchie et qui servent à formater l'opinion pour que les gens qui croient choisir librement choisissent en leur âme et conscience en fonction des informations qu'on leur donne. Et ces informations n'étant pas loyales, ces informations téléguident en quelque sorte les choix que fait le peuple. Il y a une pyramide de règles et qu'au sommet de cette pyramide de règles, il y a la Constitution de 1958 en France, et que c'est cette Constitution qui détermine comment est-ce qu'on nomme un président de la République, comment est-ce qu'on nomme des représentants, quelles sont l'étendue de leur pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, pas de faire, etc. Et ces gens-là sont ceux qui cette classe politique est justement celle qui écrit ces règles-là. Donc c'est un système qui s'auto-entretient, c'est pour ça qu'il est devenu oligarchique, c'est parce que c'est un peu comme une mafia où on rentre par cooptation. Alors quand je dis mafia, je ne pense même pas que à la classe politique, mais les ultra-riches, la politique et les médias, c'est une caste, on va dire, de gens qui se reproduisent entre eux, on va dire, mais qui peuvent aussi coopter des gens, quelqu'un qui devient très riche au loto, ou quelqu'un comme Emmanuel Macron qui n'était pas un oligarque, ses parents n'étaient pas des oligarques, mais il avait un appétit de pouvoir, il a fait des écoles qui étaient bien, qui formataient bien dans l'esprit de l'oligarchie, et puis il a été coopté par l'oligarchie et aspiré par elle, et ça a satisfait son ambition personnelle. Donc c'est une association qui s'est créée en 2012, je suis un des 10 membres fondateurs, autour de deux principes majeurs, qui étaient d'abord l'idée du tirage au sort dans tout système démocratique, c'est-à-dire que la démocratie étant le pouvoir du peuple, et comme on ne peut pas demander au peuple son avis sur tous les sujets, sur toutes les lois, sur tous les règlements, sur tous les décrets, sur tous les jugements de justice rendus au nom du peuple, comme le peuple ne peut pas faire ça en masse à 60 millions en prenant toutes les décisions, ou à 65 millions, il est obligé d'avoir des employés pour faire ce travail-là. Et ces employés doivent donc servir son intérêt. Et comment dire, et pour s'assurer que les assemblées
de représentants prennent les mêmes décisions que le peuple, il faut que ces assemblées lui ressemblent. Alors lui ressemblent au moins au niveau des intérêts. Il faut qu'ils aient les mêmes intérêts, la même sociologie, et peut-être qu'ils peuvent aussi en différer par la connaissance. C'est-à-dire que si on demande à monsieur tout le monde dans la rue ce qu'est une constitution, par exemple, ben, il ne va pas forcément savoir vous répondre. Par contre, tout comme un juré, tout comme s'il est tiré au sort dans un procès d'assises, il ne saura pas si l'accusé est coupable. Par contre, il va élever son niveau de connaissance en assistant au débat dans le procès. Eh bien, le tirage au sort dans une assemblée fait que monsieur tout le monde tiré dans la rue, que l'on va former de façon contradictoire en lui expliquant les polémiques qu'il y a sur ce qu'est une constitution, sur la séparation des pouvoirs, en écoutant le blanc et le froid sur chacun des sujets, il va se faire une opinion. Et cette opinion, au niveau individuel, il peut avoir une mauvaise opinion, il peut se tromper, il peut faire des erreurs, mais au niveau d'une assemblée, avec les débats, les délibérations, ça va équilibrer tout ça, ça va lisser tout ça, et ça crée un processus d'intelligence collective qui fait que, entre les erreurs qui restent possibles malgré tout, hein, une démocratie peut se tromper, mais nos dirigeants se trompent aussi, et en tout cas, les erreurs seront plus facilement rattrapables que quand ce sont des élus qui vont chercher à les masquer parce qu'ils ont des ambitions personnelles, alors qu'un tiré au sort n'a pas d'ambition personnelle politique, parce que la loi devra prévoir, ou la Constitution, qu'on ne peut pas être tiré au sort à chaque fois, mais qu'il faut que ça circule, il faut que ça tourne, que ça soit renouvelé. Et on se dit que même en tirant au sort une assemblée constituante, on n'était pas du tout garanti, l'homme étant l'homme, quand il n'est pas contrôlé, quand je dis l'homme c'est l'humain, hein, quand il n'est pas contrôlé et qu'on lui donne du pouvoir, il a tendance à aller jusqu'au bout du pouvoir qu'on lui accorde, autrement dit à abuser du pouvoir qu'on lui a donné. Donc il est important que des gens, y compris tirés au sort, aient des règles au-dessus d'eux qu'ils ne puissent pas changer. Et ces règles-là, on appelait ça les règles du processus constituant. Et l'autre thème, mais qui rejoint celui-là, et que j'ai un peu entamé dans ma réponse, c'est aux citoyens d'écrire la Constitution. C'est ce qui a donné le nom de l'association Les Citoyens Constituants. Donc il y a le pôle, il faut du tirage au sort dans tout système démocratique, et quand je dis il faut du, ça ne veut pas dire il ne faut que du. C'est-à-dire qu'on admet tout à fait qu'on puisse élire des gens, qu'on puisse salarier des hauts fonctionnaires, mais il est important qu'il reste dans ce rôle d'employé et qu'il puisse être révoqué par le peuple et par le référendum d'initiative citoyenne notamment. Sur ce qu'est un atelier constituant et sur son fonctionnement, en fait, c'est un peu une nouvelle notion, atelier constituant, donc c'est un petit peu à chacun de le redéfinir. Le premier que j'ai entendu parler ce terme, et à qui on doit ce terme, c'est Étienne Chouard, qui a évoqué ça comme un atelier où on s'entraîne à écrire la Constitution. Et dans un premier temps, c'est ce qu'on a fait nous aux ateliers constituants que nous organisions. On s'entraînait à écrire la Constitution. Et moi je dirais même, on regardait un peu la faisabilité. Puisqu'on dit c'est aux citoyens d'écrire la Constitution, la question se pose de comment est-ce qu'ils peuvent l'écrire. Donc on a essayé la technique des ateliers constituants, on a mis au point des protocoles de débat, on n'a pas forcément réinventé la poudre, on a repris des choses qu'on ne connaissait pas et qui se font dans beaucoup d'assemblées, à savoir un médiateur à qui on demande la parole, une limitation des temps de parole, un secrétaire qui note, qui éventuellement arrête les débats pour reformuler et expliquer à tout le monde ce qu'il a noté pour s'assurer qu'il ne trahit pas dans son compte-rendu ce qui a été décidé. Bon, on a mis au point un certain nombre de techniques de débat et de délibération citoyenne, et on faisait ça en écrivant des articles de Constitution. Et on a vu qu'on pouvait écrire des articles sur le contrôle des pouvoirs, sur la séparation des pouvoirs, etc. Alors le RIC, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Alors initiative citoyenne, c'est qui prend l'initiative d'une question qui va être posée à tout le peuple. Jusqu'à maintenant, quand il y a eu des référendums en France, ce sont toujours des chefs d'État qui ont décidé de poser la question aux Français, à la fois la formulation de la question, et puis le fait qu'on va répondre par oui ou par non. Initiative citoyenne, eh bien, ça veut dire que n'importe quel citoyen peut être à l'initiative d'une question posée à tous les Français. Alors ça ne veut pas dire
que ça doit se faire sans règles et que n'importe qui peut le lendemain déclencher un référendum. Il faut des processus qui vont légitimer la question en question, s'assurer qu'il y a beaucoup de gens qui veulent poser cette question, s'assurer que ce nombre élevé de gens qui va vouloir poser la question comment dire, ne représente pas une catégorie particulière ou un lobby particulier, parce que sinon on aurait des 1000 référendums par jour. Donc là je vais vous parler à titre personnel de cette question des seuils, qui est forcément une question qui revient souvent, parce que quand on dit il ne faut pas qu'il y en ait trop, et il faut qu'en même temps chacun puisse accéder à ça, on sent bien qu'il y a une question de seuil. Je vais d'abord prendre par la fin du processus, ça sera plus simple. En fin de processus, une fois qu'on a passé plusieurs étapes, il y aura un serveur avec plusieurs propositions de référendum d'initiative citoyenne, et que chacun sera invité à valider à signer en disant j'apporte mon soutien, je veux qu'il y ait un référendum sur cette question-là. Et au lieu de mettre un seuil précis, eh bien on prendra les propositions qui arrivent en tête. Et alors c'est qui le on? Eh bien je prévois qu'il y ait une chambre de citoyens tirés au sort, une chambre de 50 citoyens qu'on appellerait la chambre des référendums, qui sur le serveur, dès qu'elle aurait fini de traiter un problème, regarderait par exemple les trois sujets qui arrivent en tête parmi les initiatives citoyennes, et pourrait choisir, pas forcément le premier, parce qu'à un moment donné, en fonction du contexte, il y a peut-être un qui peut paraître plus urgent. Parmi les trois, elle choisirait celui qu'elle veut traiter en premier, et donc le quatrième, il arrivera en troisième position, et pendant qu'il travaillerait sur ce thème-là, il pourrait y avoir aussi d'autres sujets qui arriveraient dans le peloton de tête des trois. Mais par contre, une proposition qui resterait en tête plus de trois fois, c'est-à-dire que 3 référendums avec une proposition qui n'aurait pas été traitée, là, elle devrait obligatoirement être traitée. C'est-à-dire que cette chambre des référendums peut mettre une priorité, mais ne peut pas éviter une question. Le processus de mettre en compétition les initiatives en fonction du nombre de signatures me semble intéressant, parce que justement ça évite aux gens de se disputer sur un seuil. Parce qu'il y a des gens qui, à un moment donné, si on leur demande par référendum, est-ce que vous voulez qu'on mette un seuil à 5% ou à 10%, il y en a qui vont dire, bah non, les deux sont trop élevés, il y en a d'autres qui vont dire les deux sont trop faibles, il y en a d'autres qui vont choisir entre les deux, et ça va diviser les gens. Alors qu'une mise en compétition des idées les plus signées, qui continue à donner une chance, celle qui arrive en 10e position à un moment donné, qui n'est pas sélectionnée, ben, elle n'est pas éliminée du serveur. C'est pas à chaque référendum, on efface les autres. Non, les gens peuvent continuer à les signer. Elle reste dans le serveur. Il n'y a que dans le processus, pour éviter qu'il y ait trop de questions, on va dire que celle qui reste, qui n'évolue plus depuis plusieurs années, là on peut l'enlever du serveur. Le processus constituant tel qu'on le met en place, tel qu'on en écrit des règles, à un moment donné, il faudra bien une autorité pour pouvoir appliquer ces règles-là. Or, justement parce que nous ne sommes pas en démocratie, je n'ai pas du tout la moindre croyance, la moindre foi dans le fait qu'un gouvernement issu des élections de la Ve République accepterait de mettre en place ce processus constituant. Donc ça veut dire que, or, pour le mettre en place, il faut, comme on tire au sort parmi les listes électorales, il faut réunir des milliers de gens, pouvoir les payer, etc., il faut bien être en possession des pouvoirs publics pour faire ça, avoir une autorité possible. Donc quand on dit une autorité de pouvoir public, c'est quoi? C'est un gouvernement. Et si ce n'est pas un gouvernement de la Ve République, eh ben c'est un gouvernement, mais alors comment est-ce qu'il serait choisi? Ça reposerait cette question-là, quelle serait sa légitimité, la question des pouvoirs, qu'est-ce qu'il pourrait faire, comment est-ce qu'on s'assurerait que ces gens-là ne vont pas abuser de leur pouvoir? Eh bien, il faut un texte au-dessus d'eux. Et ce texte-là, c'est une constitution provisoire de transition. Alors pourquoi de transition? Parce que ce n'est pas une constitution définitive, et c'est une constitution qui permettrait de passer de la constitution actuelle à la constitution qui serait écrite par une assemblée constituante. Moi, je dirais que je suis pessimiste par analyse et optimiste par tempérament. Et comme je suis optimiste par tempérament, je me dis c'est comme
des mineurs qui sont prisonniers dans une grotte où tout s'est effondré. Il y a un petit souffle d'air quelque part, une possibilité. Eh ben, ils ne savent pas si ça va déboucher, mais ils creusent. Ils creusent pour essayer de dégager. Ben voilà, mon pessimisme me fait dire que si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas et on risque d'aller dans une société de plus en plus mortifère, de plus en plus dictatoriale, de plus en plus esclavagiste.